que l'haïtien ne se voit pas africain. C'est presque une insulte pour l'haïtien quand tu lui dis qu'il est africain, descendant d'origine peut-être, mais pour lui, il n'est pas africain. Justement. Pour lui, il n'est pas africain. Donc, quand même, il y a quelque chose encore que j'ai pu remarquer. Le vaudou comme essence entre dans une logique de commercialisation. Mais à l'intérieur, en soi... De commercialisation, c'est-à-dire... Parce que il y a les vévés, il y a les maillots qui se vendent, il y a des produits dérivés. Donc, comme élément culturel destiné à une rencontre intercommunautaire, comment faire face à cette hyper-commercialisation de ces mêmes éléments? C'est la question que je me pose. C'est ça que j'ai pu remarquer depuis quelque temps, surtout à travers la culture, les spectacles, les shows. Donc, on se dit Danton, on se dit Ogou, on se dit Tijan Petro, mais c'est dans une logique d'existence par rapport à... mais pas dans une logique d'affirmation de soi. Donc, le panafricanisme en soi, outre comme projet politique, j'aimerais voir cet aspect avec le professeur, mais comme élément culturel dans une logique de déconstruction idéologique par rapport avec le regard du maître. Donc j'aimerais voir... Justement, question qu'on va inviter Hamzat Boukari Yabara à répondre, mais justement, on va faire d'une pierre deux coups. Mais Monsieur Boukari, justement dans votre livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme, vous avez dit que le panafricanisme est né du fait de la déportation des millions d'Africains du continent africain vers les Amériques dans le cadre de la traite négrière transatlantique fondatrice de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental avec un grand guillemet. L'histoire du panafricanisme est la contre-histoire du modèle occidental qu'on veut nous donner. L'histoire du panafricanisme apparue au moment de la révolution haïtienne et il a beaucoup persisté évidemment là-dessus, un peu pour dire que c'est un peu la genèse de ce mouvement panafricaniste et justement le panafricanisme, on pourrait dire qu'il a 2 siècles carrément d'existence. Mais justement, à part la question de Richcard Célestin, Monsieur Boukari qui veut revoir le panafricanisme comme un espace de rencontre politique et idéologique, etc. Justement. Mais je pense notamment à cette nouvelle génération et je voudrais vous demander pourquoi et comment les générations actuelles peuvent-elles aujourd'hui se référer à Haïti, parce qu'encore une fois, Haïti n'est pas une référence. Vous avez des exemples un peu partout. Vous avez vu le chef Lin. Certains amis africains ne sont pas contents du fait qu'une haïtienne chef voudrait... Il y a un certain challenge entre les peuples africains. Entre les peuples africains et haïtiens, tout simplement. Et juste comment cette génération-là peut-elle se référer aujourd'hui à Haïti pour nourrir les luttes décoloniales contemporaines sur le continent africain, mais aussi dans la diaspora, sur les luttes diasporiques, tout simplement. Voilà donc les 2 questions qu'on vous adresse, Hamzat Boukari Yabara. Et je vous propose de répondre à ces questions en attendant de retrouver nos 2 invités. Oui, merci en tout cas merci pour ces questions. Effectivement, bon, peut-être que vu de Haïti, les choses sont sans doute forcément différentes de vue de l'extérieur. Ce qui est certain, c'est que Haïti existe, Haïti a marqué l'histoire, et Haïti a des rendez-vous incontournables avec l'histoire qui sont chaque année commémorés. Et je ne connais aucun État africain qui mette autant, je dirais, de force, de valeur, de symboles dans la commémoration, je dirais, des dates marquantes de son histoire, parce que les États africains tels qu'ils existent aujourd'hui sont dans pas mal de cas des constructions artificielles qu'on a ensuite régularisées. C'est-à-dire que la particularité d'Haïti, c'est que c'est un État qui a, même si certains dénient le caractère d'État, qui a plus de 200 ans, 221 ans d'existence. Ça veut dire que la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne, la citoyenneté haïtienne, la nationalité haïtienne est très ancienne. Donc il est évident que ça n'a pas de sens d'une certaine manière pour les Haïtiens qui ont 221 ans d'existence de se dire africains comme des Camerounais qui, entre guillemets, n'existent en tant que Cameroun que depuis 65 ans, si on en reste justement aux logiques étatiques. En revanche, si on se place sous l'angle, je dirais, des nations, là, il y a des éléments très concrets
entre l'histoire d'Haïti et l'histoire de l'Afrique, ou l'histoire plus généralement de la diaspora, qui montre que Haïti est traité précisément comme un État africain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se définir par le regard extérieur, par le regard stigmatisant, mais ce que l'on constate, c'est que ce pays, qu'on le veuille ou non, incarne une tradition de résistance. C'est un pays qui fait honneur au drapeau. Voilà, je crois que vous avez une fête du drapeau. Il n'y a pas beaucoup de pays, y compris en Afrique, qui ont une fête du drapeau. Vous avez une soupe de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des traditions, il y a des valeurs, il y a des idéaux qui sont encore présents et enracinés dans l'histoire. Certes, ils sont largement effrités par les circonstances, par les difficultés, par le quotidien, par la stigmatisation médiatique que vous subissez, mais ce sont des éléments, des flambeaux, des porte-étendards qu'il ne faut pas abandonner. Vous avez une langue nationale, vous avez une existence, vous avez joué un rôle dans l'histoire des relations internationales, vous avez déclaré la guerre à Hitler, à l'Allemagne nazie, donc tous ces éléments-là montrent que être petit, entre guillemets, ne veut pas dire être impuissant. Et que surtout vous êtes capable de prendre vos responsabilités. Là, la difficulté qui se pose, c'est qu'il y a un contexte géopolitique qui n'est pas nouveau. Quand Haïti est mis comme un repoussoir vis-à-vis, par exemple, de la Martinique ou du temps d'Aimé Césaire, c'est parce qu'il y avait la crainte, effectivement, que la Martinique, non pas ne tombe dans une, entre guillemets, misère comme Haïti, mais tombe dans l'orbite des États-Unis. C'est-à-dire que c'est la question de l'impérialisme qui se pose et non pas la question de la représentation, de la misère, de la pauvreté, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été construit dans le temps, puisque jusqu'à une certaine époque, c'était les petites Martiniquaises qui partaient en Haïti chercher du travail. Il y a 60 ans, c'était comme ça que ça se passait. C'était Haïti qui était... Haïti a été riche, Haïti est riche. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il y a une époque où c'est en Haïti qu'on allait chercher du travail. Et ce n'est pas impossible que dans 20 ou 30 ans, ce soit en Haïti qu'on retourne chercher du travail. Donc, ce qui a été possible dans l'histoire et ce que l'histoire nous montre, c'est que les victoires sont possibles. Et c'est en ça que la révolution haïtienne, c'est en ça que la bataille de Vertières que vous commémorez et que nous voulons faire entrer dans le dictionnaire, le nom de Vertières dans le dictionnaire, c'est extrêmement important parce que ça permet à des enfants un peu partout dans le monde ou des jeunes africains, afrodescendants, de regarder dans le dictionnaire, voilà, il y a cette bataille, on a remporté une victoire, et l'histoire est là pour montrer que les victoires sont possibles. Et donc, quand vous enseignez l'histoire correctement, vous montrez au peuple haïtien qu'il peut encore remporter des victoires par rapport à ce qui se passe sur son propre sol. Donc, vous mettez l'état d'esprit en marche. Maintenant, une fois que l'état d'esprit est en marche, je pense que la moitié du chemin a été fait. Après, il faut trouver des alliances. Il faut construire effectivement des pistes de solutions. Il faut voir comment on se débat vis-à-vis des ingérences faussement amicales. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission France-Haïti pour comme il avait fait avec le Cameroun, avec le Rwanda, avec l'Algérie. Mais c'est toujours quelque chose qui est décidé par l'ancien colon ou par la puissance impérialiste. Donc il faudrait à un moment reprendre cette initiative et mettre en place, je dirais, nos commissions alternatives. Et c'est ce travail de nos commissions alternatives qui pose concrètement la question des réparations à un niveau international, puisque cette question qui est structurante de l'ordre économique tire en grande partie sa légitimité de la rançon de la dette imposée en 1825 à Haïti. Donc il y a des cas de jurisprudence, il y a des cas de bataille, je dirais, historiques, juridiques et politiques qui sont là. Maintenant, sur la question effectivement de l'espace et de la citoyenneté. Lors du congrès des écrivains et artistes noirs de présence africaine à la Sorbonne en 56, où je pense qu'il y avait Price Mars, Alexis et quelques autres écrivains haïtiens qui étaient présents, s'est posé effectivement la question de qu'est-ce qui lie un Haïtien, un Sénégalais, un Afro-Américain, un Martiniquais, au-delà peut-être de la couleur noire. Et ils ont vu qu'en fait, ce qui nous liait d'une manière ou d'une autre, c'était la situation coloniale ou paracoloniale dont parlait Aimé Césaire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, en Haïti, une situation qui fait que même si vous ne vous considérez pas comme africain, vous êtes dans une situation qui garde des éléments de colonialité.
comme nous en connaissons sur le continent africain. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La question des réparations, les réparations sont constituées en même temps que tout un système bancaire qui est le système à l'origine, par exemple, du franc CFA. Donc, lorsque vous vous battez pour la question des réparations en Haïti, vous devez la connecter avec toutes les batailles qui ont lieu en Afrique sur la question du franc CFA. Donc, c'est ces connexions-là que le panafricanisme permet. Et donc, lors de la conférence du Congrès des écrivains et artistes noirs de la Sorbonne, eh bien, il y a eu ce que j'appelle un panafricanisme d'inclusion, un nationalisme d'inclusion, c'est-à-dire que quand on est haïtien, on a une antériorité vis-à-vis des Jamaïcains, vis-à-vis des Martiniquais, vis-à-vis de beaucoup de gens de cette communauté noire. Et donc, c'est aux Haïtiens, qui sont les communautés les plus anciennes à Montréal ou ailleurs, en termes de communauté noire, de prendre le leadership de cette question panafricaine. C'est eux qui sont les plus habilités à unir et fédérer les autres communautés qui sont dispersées et divisées, parce que bien souvent, les communautés haïtiennes, et je parle pas que parce qu'il y a aussi une petite bourgeoisie dans la diaspora haïtienne, mais sont les plus structurées et les mieux organisées. Vous avez des éléments structurants, identitairement, culturellement, vous savez qui vous êtes. Voilà, et c'est dans ce sens-là précisément que vous savez que vous dites que vous n'êtes pas africain mais haïtien. On peut le dire pareil avec les Éthiopiens. Les Éthiopiens ne disent jamais qu'ils sont africains. Ils disent nous sommes Éthiopiens. Pourquoi ils disent nous sommes Éthiopiens et pas africains? Parce qu'ils n'ont jamais été colonisés. Et donc pour eux, être africain, c'est être colonisé. Et donc il faut sortir, je dirais, de ce paradigme de être africain, être colonisé, pour faire ce travail de décolonisation. Et ce travail-là, Haïti l'a fait. Et c'est pour ça que la révolution haïtienne, c'est vraiment un modèle pour la libération mentale des peuples africains. Et c'est vous qui avez, je dirais, le levier pour libérer mentalement beaucoup plus de personnes que vous ne croyez. Mais ça commence aussi par votre propre libération. Effectivement, le Haïtien ne se considère pas comme africain. J'ai envie de dire qu'il y a aussi beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs qui ne se considèrent pas comme africains. La majorité des Africains ou des Noirs dans le monde ne s'intéressent pas fondamentalement au panafricanisme, mais l'enjeu, c'est qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui travaillent cette question-là. S'il y a en Haïti un nombre suffisant de personnes qui travaillent cette question-là, ils feront du bon boulot et Haïti se relèvera. Donc, on n'a pas besoin que tout le monde adhère à cette idée, on est africain, panafricain, etc. Mais on a besoin des bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, Haïti a besoin des bonnes personnes pour se relever, comme le continent africain a besoin des bonnes personnes pour se réorganiser et se structurer. Donc, c'est ce travail-là qui se fait à l'intérieur des mondes panafricains, à l'intérieur des différents niveaux de rencontres panafricaines. Actuellement, à New York, il y a le forum des Afro-descendants qui traite notamment de la question des réparations. Donc, Haïti est évidemment au centre du jeu et la date du 17 avril est choisie en lien avec Haïti. Lorsqu'on parle du 1er janvier, lorsqu'on parle du 18 novembre, lorsqu'on parle du 14 août, toutes ces dates-là, c'est des dates qui font référence à Haïti. Donc, vous avez aussi la maîtrise du calendrier, vous avez la maîtrise du temps. Donc, tous ces éléments-là, vous devez vous les saisir, vous les approprier comme un élément, je dirais aussi, de pouvoir diplomatique et géopolitique. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il y a, je dirais, des pistes à trouver. Et sur le dernier point, effectivement, il y a une commercialisation de l'identité, de la culture haïtienne, caribéenne, africaine. Bon, je pense qu'il faut, on a une jeunesse qui est souvent dépolitisée, qui veut jouir, qui veut profiter de la vie, qui veut danser, qui veut manger. On peut pas le lui reprocher, mais il faut qu'on lui donne effectivement des bonnes conditions de vie. Et ça, c'est le travail effectivement je dirais pas des dirigeants, mais de ceux qui prennent leurs responsabilités, dont les parents. Et l'un des grands éléments d'une des premières constitutions haïtiennes, ça a été cet article-là qui disait que tout Haïtien est un bon père. Donc la question d'être un bon parent, elle est essentielle. Je pense que dans nos États, dans nos pays qui sont dans des situations catastrophiques, être un bon père, être une bonne mère, c'est essentiel. C'est vraiment la base. Ou un bon oncle, un bon toncle, c'est exactement ça la notion de famille africaine mondiale, du panafricanisme qui nous renvoie à Haïti.